Une soirée entre amis tourne au meurtre. Il y avait de la matière cérébrale, des éclats d'os. Apparemment, ça avait été violent. Une famille plonge dans la détresse. Marcel était tellement amoché qu'ils ne nous ont pas laissé le voir. Ils étaient 3 sur les lieux. Pour nous, l'énigme était entière. Et les 3 se prétendent innocents. Mais une séquence filmée par les caméras de vidéosurveillance va confondre le meurtrier. Un homme prêt à recommencer. Dans la petite localité de Saint-Jean de Terre-Neuve, au Canada, Marcel Reardon, 46 ans, rend visite à sa sœur aînée, Jacqueline. Super, tu es venu? Mais je pouvais pas manquer ça. À chaque fois qu'il venait dîner, on passait un bon moment. Rentre donc. Regardez-moi ces jeunes filles. De vraie beauté. Mes filles l'adoraient et il adorait ses nièces. Les garçons vont se battre pour vous. Salut. Salut Frangin, ça va? Il fallait toujours qu'il se fasse remarquer, qu'il fasse le clown. Il faisait des grimaces à table. Ça me va au teint, non? Mais si, je vous le dis. Tu te souviens? Les préférés de maman. Les bleus, Oui. c'est vrai. La famille compte une sœur et 2 frères, Jacqueline, Marcel et Scott. Leur mère est morte d'un cancer 8 mois plus tôt, et les enfants confectionnent des couronnes de fleurs pour sa tombe. À maman. Ah, maman. Quand on a perdu notre mère en septembre 2015, ça a été dur pour nous tous, bien sûr, mais c'est Marcel qui a eu le plus de mal. Il était très proche de maman. Il avait tendance à s'isoler, à se renfermer sur lui et à se réfugier dans l'alcool. Je suis super contente que tu sois venu. J'ai passé une bonne journée. Oui, tu te sens mieux? Un peu. J'ai été content de voir les filles. Il avait un appartement en ville. On se revoit vite? Ouais. Il passait beaucoup de temps dehors. Tu m'appelles, hein? Il avait sa petite vie. Promis, je t'aime, ma sœur. Je t'aime aussi, Marcel. C'était un électron libre, ça c'est sûr. Il était partout chez lui, partout et nulle part. Il ne se fixait jamais. Deux jours plus tard, le commissariat de Saint-Jean reçoit un appel. Un homme inanimé gît au pied d'un immeuble. Il ne respire plus. Ryan Pittman, de la police criminelle de Saint-Jean, est envoyé sur les lieux. J'ai rejoint les agents déjà sur place. Ils m'ont dit qu'un homme avait été retrouvé mort près de l'immeuble. Ce n'était pas une première dans Brazil Street. Il était sous l'escalier. Il avait le crâne défoncé. Il y avait énormément de sang. Avant toute chose, Pittman doit identifier le corps. On a retrouvé son portefeuille sur lui. À l'intérieur, il y avait un certificat de naissance et une autre carte à son nom. La victime est Marcel Reardon. J'ai noté qu'il y avait du sang, de la matière cérébrale, des éclats d'os. Il y avait aussi des éclaboussures de sang sur le mur de l'immeuble et sur une fenêtre. Marcel gît au pied d'un immeuble de plusieurs étages.
Forcément, on a pensé au suicide. Est-ce qu'il était monté sur le toit? Est-ce qu'il avait sauté? Finalement, on a établi que la porte d'accès au toit était fermée à clé et que personne n'avait pu y monter. Donc on a pu écarter cette hypothèse. Certains indices suggèrent une explication plus sordide encore. J'ai vu qu'il y avait des traces dans la boue, comme des traînées. Le corps avait sûrement été déplacé sous l'escalier. Sur le bitume, j'ai remarqué des empreintes de pas boueuses. Elles semblaient faire le tour du bâtiment pour gagner l'entrée principale. Au vu des multiples blessures que M. Reardon portait à l'arrière du crâne, nous étions fort probablement en présence d'un homicide. La nouvelle se répand dans la ville, jusqu'à Jacqueline, la sœur de Marcel. Peu après midi, sur les coups de 12h30, 13h, ma tante Christine m'a appelée. Oui, allô? Coucou Christine? Elle m'a dit que Marcel était mort. Là, j'ai fait « Qu'est-ce que tu dis ?» Et elle a répondu « Il a été tué. » On ne sait pas qui a fait ça, mais il y a une enquête. Là, j'ai craqué. Le trou noir. Mon cerveau a déconnecté. Je n'arrivais pas à encaisser l'information. J'étais anéantie. Sur la scène de crime, Ryan Pittman récolte les preuves. À l'examen de ses vêtements, on a retrouvé des bris de verre bruns dans sa poche. M. Reardon était un homme bien bâti, donc il fallait que son agresseur soit plus costaud que lui pour pouvoir déplacer le corps. Les médias locaux s'emparent de l'affaire. Quand les envoyés spéciaux sont arrivés sur place, la police avait déjà posé son carton de sécurité. On savait qu'un homme était mort. Quand un crime comme celui-là est commis dans une ville de cette taille, tout de suite on se demande, y a-t-il un tueur dans la nature? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? La curiosité grandit du côté des médias, tandis que les policiers entament leur enquête de voisinage. On voulait comprendre quel lien il pouvait y avoir avec cet immeuble. Comment avait-il atterri ici? Pourquoi cet endroit? Personne n'a rien remarqué d'inhabituel. On a obtenu une liste des habitants de l'immeuble. Marcel Reardon n'en faisait pas partie. Marcel n'avait a priori rien à faire dans ce quartier. Les enquêteurs cherchent à présent une arme potentielle. En ratissant le parc, ou en tout cas le carré de verdure derrière l'immeuble, on est tombé sur la benne à ordures. On a donc procédé minutieusement à l'ouverture et l'examen de tous les sacs poubelles qu'elle contenait. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Pour savoir où chercher, il faut d'abord savoir ce qu'on cherche. Pas d'arme, certes, mais de possibles indices. L'identité judiciaire a retrouvé un briquet, une bouteille de bière, un paquet de cigarettes. Tout a été envoyé au laboratoire pour analyse. À quelques mètres seulement, les agents font une découverte encore plus prometteuse. Marcel Reardon a été retrouvé sous un escalier qui menait à une entrée à l'arrière de l'immeuble. Et directement au-dessus de cette porte, il y avait une caméra qui avait, à coup sûr, enregistré tout ce qui s'était passé en dessous. On avait hâte de découvrir les images. C'était un élément clé de notre enquête. On allait savoir combien de personnes étaient impliquées, quelle arme avait été utilisée et pourquoi pas pouvoir identifier le ou les suspects. On a donc récupéré l'intégralité du système vidéo et on l'a ramené dans nos locaux. L'analyse de ces images pouvait nous faire faire un bond de géant.
Pourquoi ça fait ça? Seulement, il y a un problème. C'était de la neige à l'écran. On n'a finalement récupéré aucune image des faits. C'était extrêmement frustrant. Un des éléments de preuve qui promettait d'être le plus probant était en réalité inexploitable. Pittman change son fusil d'épaule et recherche Marcel dans les fichiers de la police. Il découvre ainsi un incident datant de la veille du meurtre. Au petit matin du dimanche 8 mai 2016, Marcel était en état d'ébriété. Il a été arrêté et placé en cellule au dépôt de Saint-Jean. On place généralement au dépôt les individus qui présentent un risque pour eux-mêmes. Dès qu'ils ont cuvé, ils sont relâchés. Justement, peu après midi ce jour-là, il a été libéré. Pittman sait que des caméras filment la sortie et les rues alentours. Tu peux me sortir des images du dépôt, s'il te plaît? Les caméras révéleront peut-être avec qui Marcel a passé ses dernières heures. On voulait retrouver des connaissances éventuelles de notre victime, voir comment il était véhiculé, si quelqu'un l'attendait à sa sortie. Reviens un peu avant 13 heures. On voit Marcel quitter le dépôt de Saint-Jean aux alentours de 13 heures. Zoom. Il portait des après-ski bicolores, un jean et une veste rouge. Il avait aussi jeté son manteau sur ses épaules. C'est dans cette tenue que son corps a été retrouvé. Marcel descend la rue du commissariat. On peut faire un gros plan? Il passe devant un petit groupe de jeunes gens. Il semble échanger quelques mots. Mais à cette distance, rien n'est certain. On peut changer l'angle? Pour un meilleur aperçu, les enquêteurs basculent sur la caméra de façade. Marcel croise le petit groupe sans s'arrêter. Et effectivement, il n'y a aucun échange entre eux. On voit ensuite Marcel Reardon prendre à l'ouest sur Water Street. Le groupe le suivra-t-il? Rien ne se passe jusqu'à ce que Marcel revienne. Il repasse une nouvelle fois devant le groupe et se dirige vers le centre-ville. Marcel est hors champ. Les jeunes lui emboîtent le pas. Impossible alors de déterminer s'ils suivent Marcel à dessein ou si c'est une coïncidence. Les images défilent, mais ni Marcel ni le groupe ne réapparaissent à l'écran. Tout cela n'intervient que 21 heures avant la découverte du corps de Marcel. Que s'est-il passé ensuite? Une patrouille a sillonné le centre-ville afin de récupérer les images des caméras de surveillance. Le but étant de reconstituer la chronologie des mouvements de Marcel Reardon, seul ou accompagné, jusqu'au moment de sa mort. La pêche aux images bat son plein, tandis que les enquêteurs sollicitent la famille de Marcel pour trouver une piste. Merci d'être venu. Toutes nos condoléances pour votre frère. Vous pouvez nous parler de ses amis, de ses fréquentations? Souvent, on arrive à se faire une idée de la personnalité d'une victime. On voit qui pourrait nous renseigner sur elle. Ici, on n'avait rien. Alors on s'est tourné vers la famille pour en apprendre davantage sur ses connaissances, ses fréquentations, sur les éventuels soucis de Marcel, les lieux où il avait ses habitudes. Savoir à qui il pouvait se confier ou encore s'il était en couple.
On ne connaissait pas ses amis. Je ne sais pas du tout qui aurait pu faire ça. Marcel n'était pas quelqu'un de vindicatif. Il ne cherchait pas les problèmes. On ne comprenait pas pourquoi quelqu'un s'en était pris à lui. On ne voyait personne capable de faire ça. On était sous le choc. On était bouleversés, peinés, dévastés, perdus. Personne ne mérite d'être battu à mort comme ça et de rendre son dernier souffle sous les coups. C'est une nouvelle déconvenue. Seulement une piste se dessine peut-être. Inspecteur, c'est vous qui êtes en charge de l'affaire Reardon? Oui. J'ai peut-être quelque chose. Asseyez-vous. Merci. Tard dans la soirée, un agent est venu nous dire qu'il avait eu affaire à Marcel aux abords du Shamrock City. C'est un pub de Water Street, vers 20h la nuit précédente. 20h, Shamrock City. Le Shamrock City est un bar bien connu de la ville, où l'agent en uniforme a donné un avertissement à Marcel pour ébriété et trouble sur la voie publique. Je suis tombé sur Reardon. Il était ivre. Je n'ai pas voulu l'embarquer. On savait donc qu'il était encore en vie à 20h et qu'il a été retrouvé mort à 9h39 le lendemain matin. La tranche horaire entourant son meurtre se resserrait. Un policier se rend donc au pub pour parler à la direction. Il n'y a pas de caméra de surveillance sur place, mais la gérante se souvient de Marcel et connaît ses compagnons de boisson. Elle a signalé à l'agent que les personnes avec lesquelles Marcel avait passé la soirée étaient justement devant le pub. Il s'agissait de Jessica Peach et Kevin O'Brien. Jessica et Kevin acceptent d'être interrogés. Jessica commence. Elle confirme avoir passé la soirée précédente au Shamrock City avec Marcel. Il serait parti à 1h du matin complètement saoul. D'après Jessica Peach, Marcel était assez agité. Il est tombé, il avait cassé une bouteille de bière. Sa bouteille de bière s'est cassée en tombant par terre. Il y avait des bouts de verre partout. Ça nous a interpellés parce qu'on avait justement retrouvé des bris de verre dans sa poche. Elle nous a aussi appris qu'il buvait de la bière Maximum Ice. Et c'était précisément la marque de la bouteille retrouvée à côté de son corps. Il y avait quelqu'un d'autre avec vous ce soir-là? Oui, Anne. Anne comment? Anne Norris. C'est la première fois que le nom d'Anne Norris apparaît dans l'enquête. Un nom qui n'est pas inconnu. Elle avait une petite notoriété pour sa carrière sportive. C'était la star de l'équipe universitaire de basket et elle avait participé aux Jeux d'hiver du Canada. D'après Jessica, Marcel était dans un tel état qu'à 1h du matin, Anne lui aurait proposé d'aller cuver chez elle. Elle est revenue ensuite, seule. Kevin O'Brien corrobore sa déclaration. Il fournit également l'adresse d'Anne. Il nous a dit qu'au petit matin, Jessica Peach, Anne Norris et lui-même étaient rentrés au domicile d'Anne Norris dans l'immeuble de Brazil Street. Précisément là où le corps de Marcel a été retrouvé. Ils étaient donc tous les trois présents sur la scène de crime. Jessica Peach, Kevin O'Brien et Anne Norris étaient ensemble dans les heures qui ont précédé la découverte du corps de Marcel Reardon. 3 suspects potentiels se dégagent donc dans l'affaire du meurtre de Marcel Reardon. On savait désormais qui avait passé la soirée avec Marcel peu avant sa mort. On n'écartait aucun suspect. Peut-être étaient-ils plusieurs. Pour nous, l'énigme était entière. C'est maintenant au tour d'Anne de venir donner sa version de la fameuse soirée. Elle figurait sur notre liste parce qu'elle était parmi les dernières personnes à l'avoir vue en vie. Elle était très coopérative. J'ai passé presque toute la journée avec Jessica et Kevin. Marcel nous a rejoints plus tard à sa sortie du poste.
Elle confirme être rentrée chez elle avec Marcel. À quel moment? Vers 1h. Quand on est arrivé, il n'a pas voulu monter. Il voulait ressortir en boîte. Marcel parti, elle dit être retournée au bar retrouver ses amis. 2 heures se seraient ainsi écoulées avant qu'ils regagnent tous les trois l'appartement d'Anne. Ils n'ont pas revu Marcel. Le lendemain matin, on a appris ce qui lui était arrivé. Je peux y aller maintenant? Oui. C'est bon. Les récits d'Anne, de Kevin et de Jessica concordent. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont innocents. Les enquêteurs comptent à présent sur les caméras de vidéosurveillance. Ils commencent par celle qui surplombe le bar où Marcel s'est rendu. Ils calent les images peu avant 1h, l'heure à laquelle Anne dit être partie avec Marcel en taxi. À minuit 44, une silhouette en rouge entre dans le champ en titubant. Pause, arrête là. Voici Marcel. Et là, c'est Anne. On y voit Marcel Reardon et Anne Norris à l'angle de George Street et Adelaide Street. Marcel porte des après-ski, un jean et une veste zippée rouge. Anne, quant à elle, porte des chaussures à talons, un jean clair et une veste de couleur sombre avec un sac à dos de couleur claire. Ils sont rejoints par une troisième silhouette, habillée de noir. Arrête. Elle correspond à l'allure de Kevin O'Brien. Les enquêteurs concentrés guettent un élément dissonant. Marcel était sous. Plus que sous. A priori, rien qui dénote avec les images habituelles des noctambules de George Street. Soudain, Anne repart, suivie de près par Kevin. Quelques instants plus tard, Marcel disparaît à son tour. Bascule sur la caméra de derrière. Il retrouve Marcel accroupi dans une ruelle. C'est lui. 1 minute plus tard, Anne revient. Suivie par Kevin. On distingue les événements avec peine, quand soudain, Marcel s'écroule au sol. Kevin l'aide alors à se relever. Compte tenu de l'endroit où le corps de Marcel a été retrouvé, possiblement déplacé et dissimulé sous l'escalier, forcément on pensait à Kevin O'Brien. Il était assez grand et corpulent pour le faire. C'était une probabilité. On peut retourner à la station de taxi? Aux alentours de minuit 55, on voit Marcel Reardon et Anne Norris monter dans un fourgon taxi. Marcel Reardon était assis derrière le siège conducteur. Et Anne Norris sur le siège passager avant. Les enquêteurs observent attentivement les faits et gestes de Kevin. Kevin O'Brien n'est pas monté dans ce véhicule. À ce stade, nous avions donc le chauffeur, Anne Norris et Marcel Reardon. Bien sûr, nous avons interrogé le chauffeur de taxi. Il a confirmé avoir déposé les 2 individus à l'immeuble de Brazil Street. Mais le bâtiment ne dispose d'aucune caméra. Alors, que s'est-il passé? La fourchette horaire précédant le meurtre de Marcel se réduisait de plus en plus.
Les enquêteurs décident donc de prendre Kevin en filature. C'était un des derniers à avoir côtoyé Marcel Reardon. Il avait séjourné dans l'immeuble auprès duquel Marcel a été retrouvé. Il était normal de fouiller de son côté. Donc on a demandé à une équipe de surveiller ses déplacements, de voir avec qui il frayait, où il se rendait, où il avait ses habitudes. À l'autre bout de la ville, la famille de Marcel s'attelle à la lourde tâche de vider son appartement. La dernière fois que j'ai vu Marcel, les derniers mots qu'on a échangés, c'est « Je t'aime, Jackie ». Et moi, je t'aime aussi, Marcel. Et c'est un grand réconfort pour moi aujourd'hui. J'avais ajouté « Tu m'appelles, hein ?» Mais évidemment, il ne m'a jamais rappelé. Aujourd'hui encore, je ne suis pas remise de la mort de mon frère Marcel. Allez, on met tout dans la voiture. La police poursuit la collecte des images de vidéosurveillance du centre-ville. Il s'agit à présent de suivre les mouvements de Kevin O'Brien après le départ d'Anne et Marcel en taxi. Nous avons tout regardé à la lumière de leurs déclarations. Juste après 2 heures du matin, les enquêteurs remarquent quelque chose. Stop. C'est eux. C'est la première fois que Jessica Peach apparaît à l'écran. Elle entre dans un commerce. Kevin l'attend dehors. On peut zoomer? Il y a quoi dans le sac? Kevin semble chercher quelque chose dans son sac. Seulement, il est impossible de discerner quoi que ce soit. Jessica ressort et les 2 jeunes gens repartent ensemble. Ça fait partie du métier. On alterne les moments d'euphorie quand on croit tenir quelque chose et de déception quand, en fait, on n'a rien. Les enquêteurs continuent à traquer l'indice quand ils reçoivent un appel de la police portuaire. Des agents ont trouvé un sac à dos flottant dans l'eau. Quelques minutes après l'appel, je suis arrivé au port de Saint-Jean. Le sac recèle peut-être l'identité du tueur de Marcel Reardon. C'était un sac à dos de couleur bleu clair, barré d'une bande réfléchissante. Il contenait un jean bleu clair qui enveloppait un marteau à panne fendu. Le manche du marteau était jaune et à sa base, il y avait une substance rougeâtre qui se révélera être du sang. On a également retrouvé à l'intérieur une carte de crédit. Elle était au nom de Jessica Peach. Pour moi, on tenait l'arme du crime. Les enquêteurs remontent alors les images pour s'assurer qu'il s'agit bien du sac de Jessica. Kevin est le seul à porter un sac. Et le doute subsiste quant à sa description exacte. Kevin et Jessica sont donc reconvoqués. La jeune femme reconnaît son sac, mais nie l'avoir jeté dans le port. Lors de son interrogatoire, Jessica nous a dit que ce fameux soir, elle avait prêté son sac à Anne Norris. Elle a déclaré qu'Anne l'avait jeté dans le port et que Kevin était présent à ce moment-là. Kevin confirme avoir vu Anne jeter le sac dans l'eau aux alentours de 3 heures du matin. Il ignorait ce que le sac contenait et n'avait pas compris ce geste.
Les enquêteurs ne sont pas convaincus et se rapportent une nouvelle fois aux images pour démêler le vrai du faux. Ils visionnent les images d'une caméra postée au-dessus de l'escalier qui mène au port. Ils les calent à 2h30 du matin, soit 1h30 après la dernière apparition de Marcel vivant. Fais pause. C'est Kevin. Et Anne, c'est sûr. Kevin O'Brien avait un sac à dos de couleur sombre. Et Anne Norris portait vraisemblablement le sac de Jessica Peach. Ils descendaient tous les deux jusqu'au port. On peut reprendre la caméra du quai? Fais pause, arrête, rembobine. Stop. On voit un éclair lumineux. Vous avez vu? Pour moi, c'était bien le sac avec la bande réfléchissante. On voyait difficilement l'action même du jet dans l'eau, mais on distinguait nettement le flash de lumière. Les enquêteurs tentent d'identifier celui ou celle qui jette le sac. Mais l'image est trop mauvaise. On peut repasser sur l'escalier? Pittman épluche à nouveau les images et remarque quelque chose. À ce moment-là, Anne Norris portait des chaussures sombres, un pantalon sombre, une veste verte ou marron. En tout cas, une tenue tout à fait différente de celle qu'elle portait un peu plus tôt dans la soirée. Les policiers démarchent les commerces du port pour obtenir plus d'images. Et c'est un succès. Un responsable de magasin se souvient de 2 jeunes gens venus acheter des cigarettes aux premières heures ce lundi matin. Sa boutique possède une caméra de surveillance. On a visionné les images et vers 3h05, Anne Norris et Kevin O'Brien sont entrés dans le magasin. Lui avait toujours son sac à dos. Anne Norris n'a plus de sac et elle a changé de vêtements. C'est net. Anne, plus que suspecte dans cette affaire, est placée sous surveillance. Les enquêteurs attendent une commission rogatoire pour perquisitionner son appartement. Et la dépouille de Marcel est rendue à sa famille. Marcel était tellement amoché qu'ils ne nous ont pas laissé le voir. On l'a donc incinéré sans pouvoir lui dire adieu. Il a été enterré près de notre mère qui avait aussi été incinérée. On a déposé l'urne de Marcel juste à côté de celle de notre mère. Le moment des adieux a été déchirant, extrêmement difficile. Les résultats d'analyse du marteau arrivent. J'ai ça pour toi. Il porte des restes de cheveux et de sang de Marcel. Je n'aurais jamais cru retrouver du sang sur un marteau qui avait séjourné si longtemps dans l'eau. La théorie de Pittman se confirme. Le marteau a bien servi à tuer Marcel. Un médecin légiste de renom était son hypothèse. Le docteur Evis, le médecin légiste en chef pour la province de Terre-Neuve et Labrador à l'époque, était en charge de l'enquête sur Marcel Reardon. Quand je lui ai demandé si ce marteau pouvait être l'arme du crime, il m'a répondu « Il a un poids suffisant et manié avec une force suffisante. Il peut très bien être l'arme du crime. » La commission rogatoire est obtenue. La perquisition du domicile d'Anne Norris peut avoir lieu.
Son appartement était très dépouillé. Il contenait très peu de choses. Pas de produits ménagers, très peu de réserves alimentaires. On a retrouvé un foulard qu'Anne Norris portait clairement sur les images précédant le meurtre. Il était maculé de sang. On a retrouvé une paire de baskets. Elles étaient noires et rose saumon. Il semblait aussi y avoir du sang dessus. Après analyse, c'était bien du sang. Le luminol renforce l'hypothèse du crime. Sans surprise, il y avait du sang dans l'appartement. La scène de crime était particulièrement sanglante. La victime avait beaucoup saigné. Et quand il y a transfert de sang sur des chaussures, on peut en retrouver dans le logement. On a effectué des prélèvements en bas d'un des murs du salon. Ils étaient positifs. On a également eu des résultats positifs au sang dans le lavabo et la baignoire. Un autre indice émerge alors. Un ticket de caisse de grande surface horodaté à 22h14, la nuit du meurtre de Marcel. Le ticket concernait l'achat d'un marteau et d'un couteau. En revanche, il ne dit rien de l'identité du client. Jessica, Kevin et Anne ont tous les trois dormi à l'appartement. Le ticket peut appartenir à n'importe lequel d'entre eux. Pittman se rend sur place. Il s'apprête à visionner les images quand il reçoit un appel. Il émane des policiers qui filent Anne Norris. Ils la suivent depuis le début de la journée et elle se rend à présent vers ce même magasin. Pittman demande alors à la sécurité de la brancher en direct sur les caméras de l'entrée. On y voit Anne Norris, vêtue de noir, qui entre dans le magasin. Elle ne le sait pas, mais une équipe de vigiles la suit. Pittman la regarde se rendre directement au rayon quincaillerie. Elle s'intéressait à des marteaux lestés. On la voit sous-peser les deux marteaux. Elle teste leur poids dans ses mains. Toujours sous les yeux des enquêteurs, Anne choisit un marteau. Qu'elle dissimule dans son sac à dos avant de se diriger vers la sortie. Elle a essayé de sortir sans payer, mais elle a été interceptée. Les vigiles du magasin saisissent l'outil, mais ne la retiennent pas. Et elle ne se démonte pas. Quelques minutes plus tard, elle revient et choisit un nouveau marteau. Cette fois, elle compte le payer. Pendant qu'elle fait la queue, une brigade d'intervention entre à son tour. Il fallait d'abord penser à la mise en sécurité de la population. Donc on a procédé à l'arrestation d'Anne Norris. La jeune femme est placée en garde à vue. Mais les enquêteurs ne savent toujours pas qui a acheté le marteau qui a tué Marcel. Pittman retourne donc au magasin visionner les images de vidéosurveillance de la nuit du drame.
À 21h10, il remarque une silhouette familière. On a un bon visuel d'Anne Norris et de sa tenue vestimentaire, notamment son foulard. Son caddie n'est pas vide. Il contient un marteau, avec sa fameuse poignée jaune. Kevin O'Brien et Jessica Peach n'apparaissent nulle part. Anne Norris est arrivée seule, elle a fait ses courses seule et elle est repartie seule. La jeune femme est confrontée aux preuves qui l'accablent. Elle fait alors une révélation sidérante. Elle a reconnu l'unique et entière responsabilité de la mort de Marcel Reardon. La police conclut que Kevin O'Brien et Jessica Peach n'avaient pas connaissance du meurtre de Marcel. Ils sont totalement blanchis. Il s'avère également que le petit groupe qui attendait devant le commissariat de Saint-Jean n'avait rien à voir avec le crime. Anne est inculpée de meurtre avec préméditation. Son procès s'ouvre en janvier 2018. Ses avocats plaident la maladie mentale et donc l'irresponsabilité pénale. Évidemment, on est allé au tribunal pour assister au procès de la personne qui avait tué notre Marcel. Et là, ça a été le choc. On était sidérés. Ce n'était qu'une gamine. Elle était toute jeune. Elle n'avait pas l'air d'une tueuse. C'était une môme. Elle devait peser à peine 50 kilos. Et mon frère faisait 1,80 m. Tara Bradbury, chroniqueuse judiciaire, couvre l'affaire. Anne Norris a reconnu avoir passé la soirée avec Marcel Reardon la nuit du drame. Elle a reconnu l'avoir laissé pour aller au supermarché et acheter le marteau. Elle a reconnu être revenue ensuite, avant de rentrer à son immeuble avec Marcel Reardon. Elle a reconnu l'avoir frappé plusieurs fois à la tête avec le marteau jusqu'à ce qu'il meure. Elle a reconnu être retournée en centre-ville pour jeter le marteau dans le port. Quand Jessica Peach et Kevin O'Brien sont rentrés avec Anne cette nuit-là, ils ignoraient totalement que Marcel gisait, mort sous les escaliers. Les avocats d'Anne invoquent la schizophrénie et les hallucinations. Quand elle est rentrée avec Marcel, elle est montée chez elle et lui est resté en bas. C'est à ce moment-là qu'elle a pris peur qu'il force sa porte et qu'elle a voulu se protéger avec le marteau. Bien qu'Anne Morris reconnaisse le meurtre de Marcel, le jury la déclare pénalement irresponsable. Les verdicts d'irresponsabilité pénale sont extrêmement rares. Il faut d'abord prouver que l'accusé était si mal en point qu'il ne réalisait pas la portée de ses actes. Ça m'a brisé. Ça nous a tous anéantis, mais alors moi... Anne Norris est alors envoyée en établissement psychiatrique pour y être soignée. Sa sortie est soumise à commission. Un verdict qui ne satisfait pas la famille de Marcel. Elle n'avait pas le droit de lui ôter la vie, surtout de cette manière. Non, pour moi ce n'est pas juste. Je ne lui souhaite pas de mal à cette pauvre fille. Je voudrais juste qu'elle reste enfermée en prison ou en hôpital psychiatrique, pour qu'elle ne puisse jamais recommencer. Aucune famille ne devrait vivre ce qu'on a vécu. Malgré les débats que suscite cette affaire, les enquêteurs sont fiers du travail qu'ils ont accompli. Cette affaire est un succès pour la police. Du point de vue de l'enquête, tout a été mis en œuvre et tout a été fait dans les règles
pour retrouver des preuves, établir les responsabilités et aussi écarter les mauvaises hypothèses. Les proches de Marcel ont beau connaître la vérité, ils n'en sont pas apaisés pour autant. Je ne peux pas faire mon deuil. Mon frère est mort dans de telles circonstances que je ne peux pas passer outre. Mon frère m'a offert une photo que je regarde souvent.